Salut les mecs, aujourd'hui une vidéo destinée aux débutants RC. Nous avons ici, grâce à RC Team, un Granite Voltage. Qui utilise ça? Alors c'est un 1/10 de roue motrice et ils ont eu une petite idée rigolote avec cet engin, puisque le gros problème pour les débutants c'est le lithium polymère. Faudrait pas laisser rouler un gamin avec du lipo. À cause du cut-off, des risques, etc., de surcharger la voiture, du gonflement de la batterie, etc., etc., même s'il y a des sécurités, des machins, faut toujours mieux être avec. Il y a le NIMH, mais le NIMH, c'est pénible, ça roule quelques minutes bien, après les performances diminuent, après le gamin s'ennuie, il faut qu'il finisse sa batterie pour réussir à finir. Donc là-dedans, ils sont allés nous mettre des lithium-ion, et ils ont eu la bonne idée de faire un système en parallèle, c'est-à-dire que tu reçois l'engin avec deux lithium-ion dedans, donc on est en 8,4 volts quand elles sont chargées à bloc, donc tension d'utilisation 7,5, donc on a un combo charbon tout à fait normal qui marche en 7,4, qui marche aussi donc évidemment qui est une image et qui marche aussi avec une lipo. Si tu veux, tu reçois deux petites lithium-ion avec et tu peux en racheter 4 de plus. À quoi ça va servir? Tu vas pouvoir les mettre en parallèle pour augmenter l'autonomie. Avec une paire, tu vas rouler entre 5 et 8 minutes, avec deux, le double, avec 3, le triple, etc., etc. Enfin, 3, ça sera le maximum, je ne crois pas que tu peux en mettre plus que 3 à bord. L'avantage de ces petites lithium-ion, elles sont ici parce qu'évidemment, je les ai déjà chargées. En attendant, c'est ça. Ce sont des petites cellules comme ça individuelles qui sont tranquilles. Ils te préconisent, même si tu as plusieurs paires, de les marquer pour reconnaître tes paires, pour que ça reste justement des paires et de ne pas mélanger selon l'usure. Après, si tu roules toujours toutes les 6 en même temps, c'est pas un problème. Évidemment, ça a un coût quand même, ces batteries, c'est pas donné non plus. Finalement, est-ce que prendre 6 de ces petites lithium-ion, c'est pas plus cher que prendre tout de suite une lipo? L'avantage, comme dit, c'est le côté sécurité et le côté tranquille pour un Tio. Tu peux le laisser rouler tout seul avec ça. La vitesse n'est pas démentielle, 25 mph, ça fait 32-33 km/h par là, enfin 35 grand maximum. Évidemment aussi au niveau des coûts, la chose est simplifiée puisque tu as un récepteur variateur qui émet sur un cerveau 5 fils. Ça c'est un peu le dommage par contre. Un cerveau 5 fils, c'est-à-dire que si tu veux faire évoluer le système, il faut tout changer. Il faut changer le cerveau, il faut installer un variateur, il faut acheter une radio avec un récepteur. C'est pas très grave parce que ça peut se faire à petit budget pour les upgrades, mais si tu prévois ça, tu as toujours le penchant entre les deux. Prix de départ de la machine à peu près 140-150 euros. Si tu veux changer ensuite l'électronique à bord, tu passes la barre des 200, est-ce qu'il ne vaut pas mieux tout de suite partir sur la version 4x4 en brochette du Granite, tout simplement la version, donc pas le BLX, pas le brushless, mais la version brochette en 4x4. N'empêche que comme dit, c'est sympa, c'est un peu dans l'esprit du HPI Jumpshot, un petit engin que j'aime beaucoup d'ailleurs pour les débutants, c'est vraiment quelque chose de super sympa. Et assez parlé, découvrons la chose. C'est rigolo d'avoir une mini boîte comme ça, après avoir sorti tant de 1/5 du carton. Donc au niveau de la boîte, ben, c'est simplement présenté. Tu as des petits tiroirs, tu en as un dans lequel tu as la radio. Toute simple, toute minimaliste. Il n'y a pas besoin de plus de toute façon. Les batteries sont dans le manche. Ici. Pourquoi ils ont arrondi ça en dessous, on ne sait pas. C'est juste posé sur 4 pieds, pas terrible. Tu as évidemment, alors que je ne dise pas de bêtises, oh, tu as un truc super sympa. Tu as le dual rate de la direction, ça c'est cool. Donc tu peux régler le débattement, si tu es sur un terrain trop glissant que ta voiture zigzag trop, tu te diminues ta direction. Ou si tu n'arrives pas à la maîtriser en ligne droite, tu as évidemment le trim de la direction et des gaz. Et tu as un EPA de la voie 2, c'est-à-dire que tu peux diminuer les freins et diminuer les gaz séparément. Ça, c'est super. Ça, c'est ce qui manque au Team Coralie sur les voitures pour les petits 1/10. Niveau feeling, on est dans le même style, hein, c'est vraiment du pas cher. Après,
Je comprends pas la grosse tête de la radio, s'ils ont mis un petit manche comme ça, tu vois, avec deux piles, pourquoi avoir fait ce machin immense là? Ils auraient pu faire le tout un peu plus petit. Après, c'est rien qu'esthétique, hein. Après, c'est une radio, c'est une machine pour débutants, hein. Il n'y a pas de vraiment recherche esthétique ou autre sur le truc, mais moins de plastique égale moins de coût quand même. Donc, cette grosse tête de radio est étrange. Là-dedans, tu as le chargeur que j'ai déjà ici à côté, je vais vous montrer. Tu as le chargeur pour brancher tes batteries. Je vais te donner d'ailleurs aussi le type de batterie. Ce sont les lithium-ion INR 18650P. Dessus, c'est bien précisé, 5,55 Wh, 20 ampères maximum. C'est très important. Tu ne peux pas prendre n'importe quel type de batterie pour faire fonctionner n'importe quoi. La plupart de ces batteries ne sont pas assez balèzes, ne sortent pas plus que 10 ampères. Donc tu ne peux pas les utiliser dans un véhicule. C'est fait pour les lampes de poche, mais pas pour les bagnoles. Là, c'est un peu plus costaud. Donc ça peut fonctionner. Ce qui est très bien aussi, c'est intéressant de voir le prix de cette paire de batteries. Puisqu'il y a plein d'importateurs français qui rebadgent des véhicules chinois iBoxing qui coûtent à peu près 70 € d'origine. Ils nous les vendent 150. Donc le prix de ça, c'est plus petit, c'est beaucoup plus fragile, ça va moins vite. T2M Pirate Booster par exemple. Et la paire de batteries coûte 25 €. Donc je suis curieux de savoir combien ça coûte chez Arma une paire de batteries pour savoir si c'est pas moins cher. Ce chargeur est livré pour brancher sur une prise USB pour la charge, c'est-à-dire qu'il te faut soit un PC, soit un transfo qui a une sortie USB. Et il nous sort 1 ampère. Donc il faut faire gaffe. Si tu as bien sûr les chargeurs de téléphone qui sont universels maintenant, qui ont des prises USB directement, ne mets pas ça sur un chargeur qui sort 2 ampères. Ça risque de lui faire un peu trop. C'est écrit même, tu vois, attention, USB port doit faire au moins 1,5 ampères. J'ai dit une bêtise, c'est l'inverse. Il faut au moins 1,5 ampères, donc tu ne peux pas utiliser n'importe quel chargeur de téléphone, il faut minimum 2 ampères pour réussir à charger comme il faut tes batteries avec ce système. Alors d'un côté, il y en a plein qui ont dit ouais, c'est dommage, pourquoi ils ont fait ça? Ben parce que c'est le progrès, de plus en plus de maisons sont équipées directement de prises 5 volts, tout le monde a des PC, des chargeurs portables, des chargeurs pour les tablettes, pour les caméras, pour tout et n'importe quoi, on est de plus en plus en USB. Les voitures sont équipées de prises USB, donc c'est beaucoup plus simple pour un ptio, quand il est en vacances avec ses parents, en déplacement le week-end, d'avoir son chargeur avec lui, que plutôt avec, comme fait Traxas, avec l'ancestrale prise 12 volts pour l'allume-cigare. Le truc devenu inutile. Donc ceci est, je trouve, bienvenu. Et nous avons donc ici la machine avec un petit avertissement sur les lithium-ion. C'est écrit en français aussi. Nous vous recommandons de marquer chaque paire de batteries. Ouais, c'est traduit un peu rigolo. Lithium-ion avec un stylo permanent afin que vous puissiez repérer facilement quelles sont les paires. N'utilisez uniquement que des batteries lithium-ion chargées à bloc. Et n'utilisez que des batteries lithium-ion de la même marque et de la même capacité. Très important. Là d'origine tu as des 1005. Là par exemple j'ai des Ultrafire 4200. Si c'est vrai. Après souvent c'est n'importe quoi ce qui est écrit dessus, mais c'est pas grave. C'est un autre type de batterie. Elles ne sont peut-être pas assez puissantes pour ce type de machine. L'avantage par contre de celui-ci, comme on peut mettre 3 paires en parallèle, il ne sera peut-être pas forcément nécessaire d'avoir des batteries super balèzes pour pouvoir le faire évoluer. Donc c'est quelque chose à tester. J'en ai pas assez ici, je vais voir pour m'organiser pour en avoir assez. D'un côté évidemment moi je suis tenté de rouler directement en LiPo 2S puisque j'ai ce qu'il faut. Mais on fera le test avec ces batteries. Si tu ne mets qu'une paire de batteries, l'engin sera forcément très léger. Ne sera pas à l'aise sur n'importe quel type de terrain je pense. On va essayer déjà avec cette paire d'origine pour voir les performances. Ensuite, si j'arrive à m'organiser pour avoir assez d'autres batteries, on va tester avec d'autres batteries pour voir, bon, au niveau de l'autonomie, ça sera clair, ça vaudra mieux. Mais si on prend des batteries génériques pour voir les performances, et ensuite on mettra bien sûr une lithium polymère là-dedans. Un image, c'est pas la peine, hein. Je vais pas laisser en image, ça c'est clair, n'importe quoi. Ce qui serait très intéressant pour ce genre d'engin, par contre,
qu'ils soient partis sur ça, c'est un choix intéressant. J'aurais mieux vu du lithium-fer. Une 3S en lithium-fer, ça fait 9,9 volts, donc on aurait plus de patates que ce qu'on a ici, avec la même sécurité, un seul pack. Je pense que ce serait une option très intéressante aussi. Et voici la bébête. Et la notice, toujours minimaliste chez Arma, les notices se livrent avec. Tu as une petite notice pour le chargeur où effectivement ils te disent qu'il faut bien minimum 1,5 ampères. Tu as des petites cales pour durcir encore les ressorts de suspension, pour monter ton tarage, pas durcir, j'ai dit une bêtise, pour augmenter le tarage. La notice en français et en allemand. Les trucs d'usage, comment mettre tes batteries, les sortir, les rentrer, s'en servir, etc. Faire très attention à la polarité. C'est bien écrit. Comment te servir de la radio, trimmer, dual rate et tout ça. Donc le minimum d'utilisation. Et est-ce qu'il y a au moins là-dedans... Niet. Il n'y a pas le moindre détail de démontage et d'éclaté ni quoi que ce soit. C'est une blague. Rien. Alors, ça veut dire que là, on a basculé dans le domaine du jouet. On n'a même pas de notice d'utilisation, enfin de notice de montage. Et c'est dommage. Ce qui me plaît sur ce petit granit, c'est que la transmission principale est full métal. Le cerveau est évidemment en pignon plastique, comme c'est un 5 fils, il n'y a pas de choses très évoluées en cerveau 5 fils. Suspension hydraulique, biellette de liaison en plastique et roulement à billes à tous les étages. Alors je vais déjà une fois te le montrer de près, le petit machin. Donc on est vraiment dans le gabarit MT1 dixième, hein, dans la taille d'un Stampede ou d'un Granit 4x4 ou autre normal. Châssis baignoire en plastique, cruciforme partout, ça c'est bien parce que tu en as partout. Et cruciforme c'est très accessible pour un jeune, il suffit d'un seul et unique tournevis cruciforme pour démonter toute la machine. Et ça c'est cool. Fusée échappe, on a l'air d'avoir des dimensions correctes. Devant, on a une suspension à double triangulation. On n'a pas juste un tirant enfin une biellette non réglable flex. On a effectivement vraiment un double bras de suspension. On a toujours ce minimaliste pare-choc là, pas vraiment de pare-choc comme sur le Jump Shot. Ça, c'est dommage. Ça mérite vraiment un vrai pare-choc à l'avant MT et à l'arrière aussi. Hein. Ça, c'est clair. C'est la carrosserie qui va tout manger ici. Après, l'engin est léger, donc sur les retournements, ça devrait aller. Toujours pareil, toujours la même erreur de la part des constructeurs. Tu vas déchirer les ailes, tu vas arracher ici un arceau central, les mecs. On veut un arceau central ici pour empêcher le toit de se faire écrabouiller, ça c'est sûr. À l'arrière c'est pareil, complètement à poil, il n'y a rien. T'as pas de wheelie bar, rien du tout. Ce serait bien une petite wheelie bar bien flexible à l'arrière, même s'il ne va pas spécialement partir en wheeling, il n'y a pas la puissance ou n'importe. Mais pour amortir les chocs, là il y a tout qui va taper directement dedans. Après, comme on va le voir sous la carrosserie, c'est pas très grave parce que les tourelles ne sont pas des tourelles toutes fines en alu. L'erreur qu'a fait donc Obitech sur le BX et RMT, qui vont se plier comme du chewing-gum. La carreau en lexan assez épaisse, ça c'est un truc que Arma a appris rapidement, c'est qu'il vaut mieux mettre un peu plus de lexan pour être tranquille avec les carreaux. La carreau, c'est ce qui plaît aux utilisateurs et quand elle est défoncée, amochée, on a moins plaisir de rouler avec sa voiture. Donc un petit effort de la part des constructeurs sur les carreaux est évidemment toujours bienvenu. C'est ce qui fait le véhicule. Tu roules avec ta carreau et tes roues. C'est bien d'avoir un beau châssis, des pièces qui te plaisent, la couleur des trucs, mais c'est sous la carreau. Tu n'en fais rien. Tu ne l'utilises pas. Tu roules avec ta carreau et tes roues. Voilà. On a des tourelles de suspension qui sont vraiment des tourelles. Double paroi avec alvéolé à l'intérieur. Ça, c'est solide. Ça, c'est cool. Ça encaisse. Donc 4 amortos hydrauliques. Au niveau des réglages, à voir avec les batteries dedans. Là, ça me paraît un peu ferme. Bon, à l'arrière, ça peut aller. À l'avant, il nous manque de l'huile, les enfants. Ouais. Tu vois, regarde. Là,
il n'y a pas assez d'huile. Là, on est dans le vide. On a 1 centimètre, tu vois, on n'a pas d'huile. Regarde, là, la suspension, tu as vu, elle réagit, tu vois, hyper vite. Et après, elle retombe dans l'huile. Après, évidemment, quand tu fais ça plusieurs fois, ça prend des bulles et ta suspension est pas terrible. L'autre côté, c'est pareil. On est à vide. Donc, ça, c'est un point qu'on va regarder. On va donc ouvrir ça à morteau. On va faire la pointe d'huile. Il n'en manque pas, enfin, il n'y a pas de fuite. J'ai rien dans le carton. Donc, c'est vraiment une erreur sortie d'usine au niveau du remplissage. À l'arrière aussi, d'ailleurs. Hein, faudra voir ça. Violette de direction non réglable, il n'y a pas besoin, elles sont flexibles, c'est très bien comme ça. Sauve-cerveau monté directement sur le cerveau, il a l'air bien balèze le sauve-cerveau. On a même une ouverture ici pour atteindre la vis principale, parce qu'il faudra évidemment enlever le sauve-cerveau si tu veux sortir le cerveau. Parce que le cerveau est monté par au-dessus, mais il ne sortira pas parce que le sauve-cerveau va l'empêcher. Quoique, non, il y a la place, ça passe. Donc c'est pas forcément utile cette ouverture. Châssis donc baignoire en une seule pièce, parce que de ce côté, tu as accès donc à la trappe pour mettre tes lithium-ion. 3 paires possibles, tu peux mettre. Tu peux enlever ceci. Tu peux glisser donc dedans ta NMH ou ta lipo. Tu peux aussi rouler sans ça et mettre directement la batterie dedans. Après, elle va se balader, il faudra mettre de la mousse. L'avantage de ceci aussi, comme tu peux le constater, ça fait la jonction du haut et du bas du châssis. Ça va donc augmenter la rigidité du châssis. Sans ça, tu seras très certainement... Moi, quoique, même pas puisqu'il est complet de ce côté. Ça va pas fragiliser grand chose. Ce qui est cool, c'est que c'est prévu ici, tu vois, tu as la prise du vario qui va là. Donc quand tu roules en lithium-ion, tu te branches là-dessus. Quand tu roules avec ta batterie normale, tu branches ici ta batterie normale. C'est donc vraiment pensé à toutes les sauces pour s'en servir facilement. Donc on a ici le récepteur variateur, cerveau 5 fils, et relié donc au moteur charbon taille 540 standard. Ça donne quand même tout de suite envie d'y mettre un autre. Là-dessus, tu as donc le bouton bind pour binder avec la radio, c'est un problème avec la radio. Tu as ici un petit cavalier qui te permet d'utiliser NiMH, lithium-ion ou lithium polymère. Donc attention, il est impératif que ce cavalier soit au bon endroit pour se servir de tout ça. On a un interrupteur on-off à poussoir, ridiculement petit, caché sous un caoutchouc où il y a le sigle on-off. Donc la plupart des gens vont être tentés de presser là-dessus alors que c'est un tiroir. Le plus simple est de le laisser sur on. Quand tu vas rouler, tu allumes ta radio, tu branches, tu roules, quand tu as fini, tu débranches. Oublie le bouton on-off. Inutile, sert à rien. Point de vue construction, franchement, le châssis inspire confiance. Niveau solidité, pas mal. On a un cache de transmission, on n'a évidemment pas de slipper là-dedans. C'est pas prévu pour des grosses puissances. On a des cardans en métal, avec des axes bien gros en 4 mm et des noix de cardan en plastique. On l'a vu chez Tamiya, ça tient. Moi je dis qu'ils auraient même pu faire l'axe de cardan en plastique, il n'y avait pas besoin de le faire en ferraille. J'ai vu ça aussi sur Tamiya, ils ont des gros cardans en plastique à violer, c'est flexible, ça encaisse les coups, c'est absolument génial. Et j'en ai pas encore parlé, vous ne m'avez pas vu le faire, le plus gros point négatif de la machine, les poètes-poètes. Pour moi, le pneu, ça va, il est mou, mais zéro moumousse. Hein, un petit effort sur les mousses aurait été sympa quand même, parce que là, ça fait vraiment, tu vois, il n'y a vraiment rien dedans. Après, l'engin est léger, c'est sûr, ok, ça va encaisser les coups et tout, mais c'est sûr qu'avec des mousses, on aurait quand même une tenue de route un peu meilleure. Et ce qui me chiffonne le plus, c'est le manque de profil de ces pneus. C'est vraiment là qu'ils ont économisé un max. C'est dommage, surtout sur un deux roues motrices, les gamins généralement roulent sur toute surface, donc ils vont rapidement bousiller ces pneus. Évidemment, ils vont pouvoir passer les avant à l'arrière pour en profiter plus, mais c'est un peu dommage. On aurait aimé un petit effort supplémentaire sur la pneumatique pour faire vraiment du super cool. Tourelle de suspension, flot de carreau, relativement rigide. Bon, il y a du flex quand même. À l'arrière posé un ras de la tourelle, devant, c'est devant la tourelle. Ça me chiffonne un peu parce que sur les retournements, tu vois, ça va se plier et ça va se flinguer un peu plus vite. À l'arrière, évidemment aussi, ça va se plier. Après, l'engin est léger, la carrosserie va absorber une grosse partie du choc. À voir.
Cet engin, évidemment, on va l'essayer stock. Mais le but, pour moi, j'ai acheté cette machine, c'est pas pour l'utiliser stock. On va utiliser cette machine, on va la pimper, et ensuite, elle sera à revendre. Elle ne sera pas plus chère que le prix d'une neuve, mais l'utilisateur aura une machine plus évoluée. On va sortir ce récepteur variateur et ce cerveau 5 fils de là. On va y mettre soit un moteur à charbon qui encaisse un peu plus, à voir, soit on va passer sur un brushless léger, je dis bien léger, un petit brushless, pas violent du tout, pour faire une autonomie de dingue, parce qu'en passant sur du brushless, on aura une consommation, ça c'est aussi évidemment ils ont utilisé un combo au charbon, pourquoi? Parce que c'est beaucoup moins cher. Un moteur à charbon, ça vaut 540 comme ça, accrochez-vous bien, si vous allez sur eBay, vous mettez Brushhead 540, vous trouverez des moteurs à 1,70 €, frais de port compris. Et croyez-moi, ils seront pas pires que cela. C'est comme ça. Tu choisis même ton nombre de tours minutes, c'est pas un problème. Pour des moteurs de base comme ça, bague en bronze. Alors, un moteur 540 comme ça n'est pas plus puissant qu'un brushless en 380. Un moteur là-dedans en brushless, donc ça c'est du 36 par 52 en charbon. Donc on pourrait mettre un 36-52 de la génération des... Vous les avez sûrement déjà tous vus, les moteurs Léopard qui ont des grandes ailettes. Ça ressemble à un 540, mais en fait c'est un tout petit rotor dedans. Il y a des grandes ailettes de refroidissement. Ce type de moteur là-dedans ferait merveille. C'est des combos Léopard par exemple qui sont vendus en France 70 à 90 €. Ces combos Léopard ne valent que 25 ou 30 € à la base. Parce que 100 balles pour un petit combo comme ça fait mal quand on sait que pour 120 on a du combo à un 8ème 6S. Enfin, 4S, 6S en sortie entre 120 et 150 €, donc mettre 100 balles dans un mini combo pour un dixième, ça fait mal. Donc on pourrait mettre ce type de moteur là-dedans qui existe avec des tours minutes, tu as tout ce que tu veux. Ça commence, je crois, les plus bas à 2700 jusqu'à 7 ou 8000 tours. Donc on pourrait partir sur un 2700 pour rester sur des performances analogues à ce moteur-là. Mais on diminuera la consommation par 2. Ce qui fait qu'on pourrait laisser les lithium-ion. Éventuellement, c'est une chose à tester. Je ne sais pas s'ils arriveront à sortir, quoique 20 ampères c'est un peu juste quand même. 20 ampères c'est vraiment juste, je crois que ces petits combos il leur faut quand même du 40. Alors on pourrait partir sur un Robitronic 45 ampères par exemple avec un petit 3000 kV. Mais ce serait quand même, je serais quand même curieux, il faudrait tester ça. Parce que si on diminue la consommation par 2 et on reste avec les lithium-ion, pour un gamin ça peut être vraiment, vraiment très intéressant. On se penchera aussi évidemment sur pare-choc avant-arrière. Même si l'arrière est méchamment solide, je trouve qu'une partie flexible ici à l'arrière pour absorber les coups serait vraiment bienvenue. Après, ils ont dû faire des concessions pour le budget. Comme dit, tu as pour le prix d'un TDM Pirate Booster, tu as ceci. Honnêtement, prends ça. Laisse tomber T2M. Ça, c'est sûr et certain. Ça vaut pas le coup du tout, c'est clair. Cet engin est 2 fois plus gros. Il est... là je l'ai en main, je peux déjà vous dire qu'il est bien un peu plus solide, tu vas vraiment t'amuser plus avec ça. J'ai vu rouler Yo avec, puis s'est éclaté avec. Donc déjà ça m'a mis un peu en confiance. J'ai pas dit tu roules mal. Je te taquine, je te cherche. Parce que je sais qu'il est aussi taquin. Donc je ne m'inquiète absolument pas, lui il va pas le prendre mal et il va pas faire son Calimero sur sa chaîne. Ah, ça aussi c'est un clin d'œil à Romano. Hein. Ah, tu vas voir, ça va pas tarder, il va m'envoyer un mail, il va dire ah, dis donc, hein, t'as dit tu ferais un mollo, mais c'est gentil, c'est rien de méchant. Voilà. Donc, on mettra très probablement un autre combo. On peut aussi juste voir ce qu'on peut mettre comme autre moteur là-dessus, un peu plus performant, mais pas trop, parce que oui, enfin si on met un moteur plus performant pour les lithium-ion, c'est sûr, c'est fini, tu passeras pas par l'étage lithium-ion. On sera obligé de passer tout de suite sur la lipo, parce que c'est sûr que si on met même un moteur à charbon plus performant que ça va consommer trop. Et il y a quelque chose qu'on va aller voir aussi au niveau du variateur, qui m'intrigue.
on va voir ce qu'il y a écrit dans la notice au sujet du variateur. Alors, nous avons taille de batterie, type de batterie. Ah, il te préconise aussi toujours de débrancher cette prise ici, parce que si tu laisses tes lithium-ion à l'intérieur, évidemment, ton système, même si ici on est sur off, du par effet des condensateurs, va toujours te vider tes batteries, il y a un risque aussi de court-circuit, donc il te préconise aussi toujours de débrancher cette prise principale. Ça, c'est très bien. Et on n'a pas d'indication sur le variateur, ça me chiffonne un peu. Je trouve aussi qu'ils auraient pu en profiter d'avoir ce truc. Par exemple, ici, tu peux mettre 2, 4 ou 6 lithium-ion. On est donc en 2S, en 7,4. On aurait pu faire le système avec un interrupteur pour passer en 3 et 3, c'est-à-dire en 9 volts. Enfin 10 volts, quasiment 11 volts, pour rouler en espèce de 3S, pour avoir plus de performance. Après, il faut voir si ce moteur charbon peut encaisser ça. Il y a des moteurs charbon qui encaissent ça sans problème, de rouler en 3S. On a essayé sur 2-3 machines. Justement, sur la DTT03 de Yo, on a mis du 3S sur le moteur à charbon. Moi, j'ai eu aucun souci avec. Yo, dis-moi, est-ce que toi, tu roules en 2 ou 3S? Il n'y a aucune indication sur le variateur. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est un peu dans le flou. Après, c'est pas plus mal, parce que le fait qu'il n'y a pas d'indication, ça t'empêchera de tenter une bêtise. On va aller voir ça sur le site Arma, parce que je suis intrigué. Je suis certain qu'il y a moyen de faire une bêtise avec ce truc. On va voir aussi au niveau des pièces options, s'ils vont nous sortir des options intéressantes, comme peut-être des noix en acier ou n'importe. Après, les noix plastiques sont très bienvenues. Si ça force trop, elles feront fusible. Tu vas casser une noix en plastique, c'est pas cher à l'achat, c'est facile à remplacer. Vu comme ils ont fait ça au niveau des pignons, je pense que la noix doit être démontable. Non. Est-ce qu'il faut vraiment démonter tout le diff pour sortir la noix? Ça me paraît un peu bizarre. Parce qu'elle est vissée par dedans. Il n'y a pas d'axe par là. Parce que si on regarde... les pignons moteurs, ici, regarde, les pignons sortis de diff, ils sont plats. Il n'y a pas de vis, il n'y a rien. Ça veut dire que les noix, elles sont juste glissées dessus. Tu vois, c'est là quand même qu'une notice est quand même intéressante. Hein. Évidemment, c'est prévu pour aller la télécharger sur net, pour diminuer la diminution du papier ou autre. Mais bon. Et attention, regarde, même chez Arma déjà, c'est écrit 2 ans de garantie. Et c'est un moteur 20 tours. Ah oui, tu m'étonnes. 20 tours. Oh la vache. On va pouvoir crawler avec ce truc-là. C'est peut-être là-bas qu'il va finir d'ailleurs. Je vais peut-être sortir ce combo-là pour le mettre dans le petit crawler pas cher qu'on veut faire pour permettre à un débutant de se lancer avec un crawler déjà bien équipé, bien réglé, qui crapaude déjà fort. Et équiper celui-là avec quelque chose de plus balèze. Là-dedans, on peut mettre par exemple un petit servo standard 7 ou 9 kg pignon métal. On peut mettre donc un variateur charbon. Non, j'ai quand même envie d'y mettre un petit brushless. Hein. Et oui, et donc je disais au niveau des moteurs 540, si un 540, enfin donc un 36 par 52 en brushless c'est trop, on pourrait très bien partir sur un moteur plus petit en diamètre, puisque de toute évidence il y a une grande démultiplication là-dedans. Donc un moteur plus faible en brushless pour avoir des performances analogues au système d'origine, mais encore une fois, moteur plus petit égale encore une fois consommation moindre. Et il y a vraiment des choses à tenter. Après évidemment, si tu changes le variateur, tu n'auras plus la fonction lithium-ion, et la coupure en lithium-ion n'est pas pareille qu'en lipo. Surtout que les lithium, ouais, enfin quoi que ça descend jusqu'à 2,75 il me semble une lithium-ion, donc ça s'arrêtera un peu avant, tu perdras en autonomie parce que tu couperas avant. À voir. À voir, vraiment.
il faut... Tiens, et l'autre chose qu'on ne sait pas, ce qu'il y a, ouais, c'est de l'Hexa de 12 aussi, standard pour les roues. Donc on pourra facilement monter d'autres pneus. Méfiez-vous cependant évidemment, si vous montez d'autres pneus, au poids. Gardez à peu près le même poids, si vous mettez plus lourd ça va le faire peiner. Et si vous mettez des pneus qui ont beaucoup plus d'accroche, comme par exemple des Lewis avec des gros crampons, là-dessus ce que je verrais bien c'est des Lewis MT Spider. C'est des crampons pas trop violents. Ça irait je pense bien, après que des gros crampons genre Badlands et compagnie, ça va être un peu trop pour cette petite bestiole. On va mettre, tiens regarde, je vais mettre une batterie dedans parce qu'il y a quelque chose qui me chiffonne au niveau réglage suspension. Il y a un truc que je veux voir. Déjà, effectivement, regarde, ça rentre tranquille. Ouais. Mais c'est quoi ce réglage de suspension? Ouais. Oh là, arrête comme un pic. Non, nul. Suspension nulle. Je vais pas rouler ça à origine. C'est juste pas possible. Je vais faire le nécessaire. On va changer les huiles de suspecte. Autre chose aussi, ici, comme on a un châssis plat, évidemment, on a moins de garde-sol au centre. Ce genre d'engin ne sera pas à l'aise sur des terrains trop accidentés. Toujours pareil, engin pour débutants, c'est à l'aise dans les parcs, les surfaces préparées ou autres. Limite, l'herbe tondue, ça passera. Après, l'herbe haute, ça sera mort. Ça, c'est l'avantage d'un engin du type Moxu, par exemple, mais qui a quand même un budget nettement plus grand. Ici, on part sur 120, 130 euros en RTR. Sur le Moxu, on est à 200 dans la version charbon. Avantage du Coralie, on est plus long. Il y a des avantages et des inconvénients sur chaque machine, c'est à vous de voir. Moi, j'avais vraiment envie de tester cette petite bestiole. Vraiment pour le débutant. Je pense que c'est vraiment une bonne idée d'avoir fait une entrée de gamme du genre de la part de Arma. Autre chose aussi que ce véhicule aura, grâce à Evgeny Probody RC. Il m'a envoyé ça pour mettre dessus les mecs. Et ouais. Donc il y aura de la carreau incassable livrée avec l'engin quand on l'aura préparé. Si il survit à tous les tests. Parce que si Mani fait l'andouille, il va peut-être prendre feu et on n'aura rien gagné du tout. C'est vraiment pas le but évidemment. Rassurez-vous. Donc je tiens à préciser tout de suite que si jamais il prend feu dans une vidéo, ça ne sera pas fait exprès. De toute façon, chez Arma, ils m'ont dit, mais vas-y, hein, casse mon gars. Plus tu casses, plus on encaisse. Fais-toi plaisir. Voilà. Évidemment, Yo, tu as essayé cette machine. On attend ton retour sur la chose. Qu'est-ce que tu en penses? N'oubliez pas le groupe Arma Passion sur Facebook et Arma Passion sur YouTube, la chaîne 100% Arma. Et pour tous les débutants aussi, il y a la chaîne RC Patapouf qui nous fait des trucs d'enfer. Il a plein d'idées qu'il arrive à concrétiser de mieux en mieux. On est parti, je vous rappelle, sur du bois et des vis à bois et de la colle à bois. Et on arrive dans le carbone, le plastique, l'usinage, etc. etc. D'ailleurs, Patapouf, je ne peux que t'encourager de partir dans la branche de tout ce qui est usinage et compagnie. Surtout que de nos jours on a des trucs formidables, des machines qui découpent à l'eau, des fraises avec des trucs 6 axes et encore plus pour faire des pièces absolument démentielles. Tu vas t'éclater dans ce domaine. C'est un domaine qui est utile pour tout ce qui va se passer dans le futur, tout comme l'injection plastique et compagnie. Donc Patapouf, n'hésite pas à aller voir ce domaine. Et l'autre chaîne pour les débutants, c'est RC Mumuse. Jetez un œil à sa chaîne. Il y a bien sûr aussi RCcom 83 pour ce qui est crawler, il y a Ben 14. Il y a plein de chaînes. Je ne me souviens pas toujours de tout le monde. Et je vous ferai de temps en temps une petite piqûre de rappel sur certaines vidéos parce qu'il y a vraiment plein de chaînes super sympas. Il y a un grand partage. RC Life évidemment. Et qu'est-ce que j'ai oublié encore? J'en ai oublié plein. Ceux que j'ai oubliés, n'hésitez pas, sous les commentaires, les mecs, râlez. Ah, il y a moi aussi, il y a moi aussi, il y a moi aussi. Il n'y a pas de problème, on est là pour partager. Je vous souhaite donc à tous une belle journée. J'attends vos retours, ceux qui ont ces machines déjà, ceux qui les ont achetées à leur
ptio, parce que après c'est pas pareil, moi je vais rouler en tant qu'adulte, ça sera pas la même chose quand c'est un petit qui roule, où forcément on sera tenté de donner à la radio un ptio pour qui nous donne son impression, son avis. Salut les mecs.